à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission Bonjour. de Cinéphase. Oui, c'est Cinéphase toujours. Tout à fait. Toujours Tout à Cinéphase. fait. On survit. Bonjour Fabien. C'est marrant. Hein. Ça va très bien. Alors, et pour les gens qui demandaient où était Philippe, et bien tout simplement, Philippe a été relégué derrière la caméra. Bonjour Philippe. Comment tu vas faire Philippe, ça va? Donc voilà, il est toujours là. C'est juste qu'il a. C'est comme la petite sirène, on lui a enlevé sa voix pour avoir plein de DVD de manga, etc. Donc il a vendu son âme et sa voix. Ouais. Voilà, bref. On va parler de quoi aujourd'hui, Fabien? Alors aujourd'hui, nous allons parler de Crimson Peak, le nouveau film de Guillermo del Toro, donc qui sort le 14 octobre. Guillermo del Toro, un mec qu'on trouve sympa. Ouais, on le tolère. Un petit chouchou. Un petit chouchou de... On l'adore. Avec Darren Aronofsky. Je l'ai vu à l'avant-première de Crimson Peak, je l'ai vu en vrai. C'est vrai, c'est cool. Ouais, j'avais envie de lui faire un câlin. Et donc, tu l'as pas fait? Bah non, il était trop long. Ouais, c'est vrai. Donc, Crimson Peak, on peut en parler. Alors, pour Fabien, c'est génial, parce que c'est le retour du gothique au cinéma. Enfin, de l'horreur gothique. De toute façon, tu me fais un film d'horreur gothique, moi je suis... Mais ça n'existe plus, l'horreur gothique. C'est quoi le dernier film d'horreur gothique qui est sorti? Je sais pas, ça devait peut-être être La Dame en Noir. Oui, c'est vrai que c'est un peu... Oui, c'est vrai. Daniel Radcliffe. Dame en Noir 2 aussi, du coup. Évidemment. Mais alors, du coup, raconte-nous un peu l'histoire et en quoi ça s'ancre dans... ce courant du cinéma gothique anglais. Voilà. En fait, alors, donc, le film se passe à la fin du 19e siècle, début 20e siècle aux États-Unis. Et donc, on suit le personnage de Mia Wasikowska, qui s'appelle Edith Cushing, référence à Peter Cushing, qui est en fait on va dire, l'héritière d'un empire industriel, mais dont le rêve est de devenir romancière. Et donc elle tombe amoureuse d'un lord anglais, en fait Tom Hiddleston, donc il joue le rôle de Sir Thomas Sharp. Voilà, donc ils tombent amoureux et donc ils partent en Angleterre. Donc elle part s'installer avec lui en Angleterre dans son manoir, donc dans sa grande demeure familiale. Et donc elle fait également la connaissance, avant de partir, elle fait la connaissance de la sœur de Thomas, donc Lucille, qui est jouée par Jessica Chastain, magnifique, donc, qui est une espèce de grande dame un peu ténébreuse, un petit peu flippante. Sauf que le personnage de Mia Wasikowska a le don de voir les fantômes. Elle voit les morts. Et dès qu'elle va mettre... Elle voit des gens qui sont morts. Elle voit des gens qui sont morts. Ouais. Et en fait, donc, dès qu'elle va mettre le pied dans cette maison, elle va tomber, on va dire, dans une toile d'araignée pleine d'intrigues, de mystères et de conspirations. Je peux pas vous en dire plus. Et c'est là que l'action va vraiment démarrer. En fait, je vais dire ce que j'en pense. On va pas vous en dire trop parce qu'on va pas spoiler. Il n'y a pas de spoiler cette fois-ci. On va pas vous gâcher le plaisir. Film, donc il n'y a pas besoin de spoiler. Bon, moi j'ai beaucoup aimé le film. C'est vrai que le film s'inscrit plutôt dans parce que Del Toro, il y a le côté blockbuster et puis il y a le côté film fantastique, un peu auteur, poétique, etc. Et là, il s'inscrit plus dans le côté l'échine du diable, le labyrinthe 2. Ça fait un peu la connexion entre les deux. Entre les deux, parce que la différence avec les autres films comme l'échine du diable ou le labyrinthe de plan, c'est que c'était des prods espagnoles ou mexicaines qui n'étaient pas des gros budgets en fait. Et là, le film est produit par Legendary Pictures et par la Universal du coup à travers. Et donc, c'est un budget de malade pour ce genre de film. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu un film de dans ce genre-là de film gothique. Plus personne, les gens font du fond de footage en ce moment, etc. C'est plus du tout ce genre de film. Et en plus, maintenant, le cinéma d'horreur qui sort et qui est mainstream, c'est le cinéma d'horreur qui coûte 1,5 million, 2 millions. The Conjuring est peut-être le film qui a coûté le plus cher récemment. Mais sinon, tous les autres films sont des petits films, Sinisters, etc., toujours produits par le produit The Visit, on n'en parle même pas. Jason Blum. Voilà. Qui est un peu le nouveau pape de l'horreur, un petit budget. Le pape, le Roger Corman, mais en pire, quoi. Enfin, voilà. Donc, voir un film gothique, donc, qui est plus du tout... on a l'impression d'avoir un ovni, en fait. Moi, j'avais l'impression de voir un ovni, en me disant, ce film ne devrait pas sortir. C'est à contre-courant. C'est impossible. C'est parce que c'est Del Toro et qu'il a cette aura. Cette voix, cette aura précise, qu'on peut faire un film comme ça. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, le décor est totalement fait en vrai, et tu le sens, c'est-à-dire que tu vois que ça a coûté de l'argent, tu vois que c'est impressionnant, que c'est du crédible. Tout est à l'image. Voilà. Et c'est impressionnant là-dessus, voilà. Moi, le film après m'a beaucoup plu, et c'est vrai que si vous voyez l'échine du diable, est-ce que c'est un peu la fin d'une trilogie, je sais pas, mais on devine les mêmes thèmes, c'est-à-dire ces espèces de familles un peu recluses sur elles-mêmes qui vont
qui veulent absolument survivre et puis ils n'y arrivent pas et donc et puis Et il y a des le périodes, héros il y a des périodes de changement aussi, il y a des époques voilà. de changement. Exactement, et avec le change. décor qui est mais ça c'est toujours dans le film gothique, même au-delà du film gothique après, parce qu'on parlait de Rebecca, etc., le décor qui est un élément fondamental de ce qui se passe en fait dans l'histoire. Oui, C'est-à-dire qu'en fait ça exprime l'émotion des personnages. Le décor est complètement D'où organique. le 1,85, etc. Enfin là tu comprends pourquoi Del Toro utilise le 1,85, parce qu'il veut que son personnage soit entouré de ces décors-là, quoi, que ça soit... Et vraiment le décor est magnifique, le visuel et le travail qui a été fait, parce que le Crimson Peak c'est une espèce de... Je sais pas si on peut le dire ce qu'est le Crimson Peak, mais c'est un rapport avec le décor en tout cas, et ça veut dire quelque chose dans l'histoire. C'est un film qui est beaucoup en verticalité, qui est vraiment en verticalité, donc du coup tu es obligé d'avoir ce format-là pour visualiser le décor de la maison, quoi, j'ai envie de dire. Mais non, moi ce qui m'a impressionné c'est que c'était un film de retrouvailles en fait, puisque c'était les retrouvailles entre Del Toro et le chef opérateur de Mimic, donc Dean Losten, puisqu'ils n'avaient plus bossé. Parce que Navarro est parti réaliser des séries télé. Il réalise Hannibal, donc forcément il ne pouvait pas honorer. Et Narco aussi. Non, mais par contre, ce qui, comme tu disais, donc le décor, il y a des possibilités visuelles parce que c'est Legendary. Je pense que ça avait été juste Universal, on n'aurait jamais eu un film comme ça. On voit vraiment que c'est Legendary qui se met au service de Del Toro, qui met le chèque sur la table et dit bon, ben, vas-y, fais ton décor, construis ton décor. Et c'est tellement un film hors du temps que tu ne sais pas, qui va Enfin, c'est bien de sortir pour Halloween, etc. Mais qui va le... C'est pas le film pour ados prépubères, hein. C'est pas le public de Sinister ou de Paranormal Activity qui va voir ça, parce que c'est un film qui fait presque 2 heures, donc c'est un film qui avant tout est littéraire. Un film littéraire, c'est-à-dire tu aurais très bien pu en faire un roman, je veux dire, ça ressemble beaucoup à Rebecca. Ou Janer, ou tout ce qui est... tout le gothisme, parce que le gothique c'est... Le gothique, est-ce que c'est quoi le gothique en fait? Parce qu'il faudrait, c'est intéressant. C'est pas le film d'horreur gothique, c'est vraiment la romance gothique. C'est pas la Hammer en fait. Les gens disent beaucoup la Hammer, mais c'est vraiment l'autre penchant du gothique. C'est vraiment antérieur. Moi, ça m'a rappelé un film avec Vincent Price qui s'appelle Le Château du Dragon. C'est un film des années 40 avec Gene Tierney qui est juste une romance de suspense, mais qui se passe dans un château gothique. Mais pour aller moins loin, ça m'a rappelé Janer. Surtout en plus le dernier film là de Fukunaga qui est avec Mia Wasikowska et qui j'ai du mal à dire son nom. Et c'est la même chose parce que Janer il y a les histoires de fantômes, sauf que souvent c'est pas c'est pas le point central du film. Et là c'est la version, on dirait que c'est un Janer qui serait avec la version fantastique et à la Del Toro, quoi. Oui, voilà. Mais on est vraiment dans cette histoire, dans les histoires d'amour. Et c'est là où je suis un peu plus... Il y a une très belle scène, par exemple, de danse à un moment donné qui est assez magnifique, etc. Avec une bougie. Ouais, c'est beau. C'était très beau. Mais par contre, j'étais moins fan de l'acteur principal, donc de Loki, là, qui... Hiddleston. Alors à la base, c'était Cumberbatch qui devait le jouer. Cumberbatch a cette particularité d'être plus... ambigu plutôt. Il peut être beau tout en étant Zarbi. Ce qu'est Jessica Chastain dans le film. Oui. Qui bouffe toutes les scènes où elle est dedans. Et qui m'a terrifié à la fin. J'ai trouvé super flippante. Et en même temps, elle arrive parce que le film est un peu sexy, un peu sexy. C'est pas non plus, c'est pas un clip de rap des années 90. Mais c'est un film pour adultes. Il y a un petit côté, voilà. Oui, c'est-à-dire il y a des scènes de cul. Il y a du sang. Et c'est marrant parce qu'on pourrait présenter ça comme la suite du Labyrinthe de Pan, où c'était un conte pour une pré-ado, pour une jeune fille qui va rentrer dans le monde adulte et qui ne veut pas rentrer dans le monde adulte. Sur le monde adulte, c'est de la violence, c'est la guerre, etc. Et là, c'est une adolescente, plus une jeune femme qui va découvrir la sexualité, qui va découvrir l'amour, etc. Donc un peu plus tard, en fait. Et ça reste une sorte de conte et de fable morale sur ça, sur comment elle va devoir s'émanciper. Et tout le film est sur une base sexuelle en fait. Mais tout à fait. Mais de toute façon, c'est marrant comment il continue à travailler ça. Il l'a dit lui-même. De toute façon, la différence entre ce film-là et on va dire un conte gothique normal, c'est tout le rapport à la sexualité qui est très présent dans le film, où c'est un film de désir, c'est un film de secret, c'est un film de frustration aussi, parce qu'il y a des personnages qui sont obligés de se réfréner aussi par moments parce que l'intrigue les oblige à se réfréner. Non, mais en plus, Del Toro a fait appel à Matthew Robbins, avec qui il avait travaillé notamment sur ses premiers films. Matthew Robbins, qui est un scénariste super connu aussi, donc c'était chouette de voir Robbins revenir sur ce projet-là. Il y a aussi un petit truc,
la promotion, la bande-annonce te vend le film comme un film d'horreur avec des fantômes. Ce n'est pas ça, hein. Clairement. Hein, Si, c'est un film d'horreur avec des fantômes. C'est un film avec des fantômes, mais pas sur les fantômes. Ouais, voilà, c'est important. Le drame se joue entre ce triangle de personnages. Les fantômes sont vraiment. Ils auraient pu faire le film sans les fantômes en fait. Ils auraient pu. Ça aurait été un film presque un thriller. Quoi, ils auraient pu, mais j'ai envie de dire que les fantômes permettent de. Ah, c'est Del Toro. Ça permet de finaliser l'écrin du mais film. Du coup, Del Toro qui avait écrit je crois un mémoire sur Hitchcock quand il était jeune, encore quand il était au Mexique, etc. Là, il y a du Hitchcock dedans. Là, on sent c'est la première fois, je trouve, qu'il y va à fond là-dedans, quoi, qu'il développe plus cet aspect-là. Mais Rebecca, ça a été adapté par Hitchcock. Rebecca, c'est adapté par Hitchcock et que c'est totalement du gothique. Exactement. Ça m'a rappelé aussi un mais il s'ancre de toute façon dans un historique. Ça m'avait rappelé un autre film de Hitchcock qui s'appelait aussi Les Amants du Capricorne, qui était une belle romance gothique en couleur, qui n'était pas du tout horrifique pour le coup, mais qui était comme ça une espèce de grand drame en costume. Ouais, c'est ça. Et je pense que cet aspect justement de drame en costume, on ne peut pas le séparer des origines du film. Si vous dites, vous avez une heure qui est plus qui est sur une romance. Une romance, voilà, si vous allez voir le film en disant je vais juste me prendre ma petite flip du samedi soir, c'est clairement pas le film qu'il faut voir. Vous avez une œuvre qui au contraire est graphiquement, scénaristiquement, comme je disais, elle est littéraire, c'est supérieur à tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, quoi. Et je pense que même d'autres mecs, même Tim Burton n'aurait pas du tout pigé l'aspect romance de l'histoire. On serait tombé dans des clichés. L'aspect sexuel n'aurait pas existé. Non, ça aurait été complètement mis de côté. Je pense qu'on serait tombé dans des clichés sur l'héroïne virginale qui veut rester telle qu'elle, alors que Del Toro ne veut pas du tout montrer ça, au contraire. Alors c'est marrant parce que qu'il continue comme ça à faire ces... Parce que quand tu regardes l'historique de Del Toro, à part Les Chiens du Diable, qui est vraiment un film sur des garçons, et sur leur face au monde adulte, etc. C'est toujours des films sur des filles. Mais tu vois, même Chronos, oui, c'est sur la petite fille avec le grand-père, donc il a vraiment la petite. Et puis, j'ai vraiment qu'il est. Je sais pas, elle aura peut-être 20, mais je sais pas. Et même dans Pacific Rim d'ailleurs. Ouais, tu vois, j'aime bien ce. Je me rends compte qu'en fait, il développe énormément de personnages féminins forts et à différents âges en fait. Ouais, alors, est-ce que c'est aussi. L'âge de ses filles qu'avant, j'en sais rien, s'il a 2 filles, je sais pas, je me pose la question. C'est la première fois, là par contre, que l'aspect féminin prend le pas, parce que ça soit Pacific Rim ou que ça soit Labyrinthe de Pan, on reste dans des sociétés super machistes, où la figure paternelle reste très forte, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est la femme, ou la figure féminine, ou l'enfant, la petite fille, qui est face au patriarcat en fait. Ouais, mais c'est toujours un peu sauf que c'est vrai que sur Crimson Peak là il le pousse à un niveau supérieur parce que les figures masculines quand même elles sont. Mais en plus là ce qui est marrant c'est que parce que là on a Jessica Chastain qui joue l'alter ego, la némésis presque du personnage principal, ce qui change parce que d'habitude les jeunes filles sont toujours face à des hommes en fait. Effectivement là la fille elle est face à une autre femme qui est aussi une expression du féminisme de version gothique quoi. Ouais, bien sûr. Donc c'est ça qui est intéressant effectivement. Bon voilà. Après comme je disais, vous allez voir à chaque plan vous allez voir un truc nouveau parce que c'est juste splendide à chaque image. Je veux dire, il y a rien de. C'est super. Il y a rien de. En plus il y a la musique de Fernando Velasquez qui est vraiment super parce qu'elle tranche un petit peu avec ce qu'on entend d'habitude. C'était ça qui m'intriguait quand le film se mettait en place. Je me disais qu'est-ce qu'il va prendre pour la musique. Mais je me posais la question. Mais je ne sais pas à qui le film va s'adresser. J'espère que ça va marcher. Je pense que le fait de le mettre dans la catégorie film d'horreur à Halloween, c'est peut-être une bonne idée, mais c'est pas forcément la meilleure des idées parce que je vois plus ce film plaire à des fans de gothique et de romantisme, et de romantisme littéraire, attention, que c'est incroyable qu'on puisse faire un film comme ça parce que j'ai l'impression que ça va pas s'adresser à beaucoup de gens. Peut-être ça fera découvrir des choses à d'autres gens en tout cas, mais voilà, si vous aimez, c'est pas un film de bourrin fait pour les bourrins. Non. C'est clairement par rapport à Pacific Rim, là vous avez vraiment autre chose quoi. Mais voilà, j'espère que ça va marcher, mais j'ai vraiment des gros doutes quoi. C'est-à-dire que je suis sorti en me disant c'est génial que ce film existe, mais c'est ça. Moi je me dis la même chose. Je me dis mais qui
C'est clairement pas un film qui va faire 200 millions de dollars quand il va Non, sortir. et je vu me suis le dit... fric qui a été mis dedans en plus, et la promotion, parce que la promotion est énorme, quoi. Genre, Ah oui, bah il faut... je le vois partout, Del Toro en ce moment, et jusqu'à Chassin aussi. Bah, Parce que t'as des stars, les t'as des acteurs sont stars. bankable, ouais. T'as des stars, donc de toute façon, il était obligé de faire un Mm. film comme ça avec Ouais. des têtes d'affiche. Je veux dire, bon, on a failli avoir Cumberbatch et Emma Stone, qui devait jouer le rôle de Mia Wasikowska. Donc il a choisi des alternatives qui restent quand même commercialement viables. Donc voilà, mais après, bon, moi je souhaite vraiment que le film fonctionne à fond, quoi. Ce serait bien si on pouvait relancer ce type de film Ah, comme bah oui, ça, beau, ça serait élégant, génial. qu'on nous arrête Mais de... c'est bien voilà, qu'on revienne sur le gothique. Il n'y a pas de etc. cynisme en plus dans le film, tu vois, c'est ça qui faisait la différence entre ça et un film comme par exemple Dark Shadows, c'est qu'il n'y a pas de recul par rapport à ce que le C'est mec la méta, met en image. Non, c'est 100% premier degré, le mec veut te croire, Del Toro transpire l'amour pour cette histoire-là, comme tous ses films d'ailleurs, et ça se sent. Et ça se sent. Et comme là, on veut me trop que pas assez, quoi, j'ai envie de dire, tu vois. Oui, Donc, ah je bah, préfère voir un film de 2 heures comme ça plutôt qu'un film d'1h25 où tout aurait été massacré ou coupé, quoi. Non, voilà. Bon, il y a des petites choses qui. Voilà, mais je reste. Par contre, non, il faut vraiment que les gens aillent le voir. Faites pas le coup de la confiture donnée au cochon, quoi. Allez le voir, quoi. Franchement, c'est un cadeau, quoi. Non, mais franchement, non, mais c'est vrai, quoi. Je comprends pas le monsieur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Non, des je fois, sais, les gens, on leur tire des beaux films comme ça, et 6 mois après, ils percutent Oui. qu'il y a eu ça quand ça sort en Ah bah vidéo. oui. Donc c'est un peu chiant, quoi. Tu vois. Même Donc, Pacific Rim, c'est vrai. voilà. Je veux dire, ça serait bien qu'il y ait un succès, mais j'ai l'impression que Del Toro avance. Tu m'as bloqué sur la confiture au cochon. Bon, je pense qu'on va y aller. On va donner fin. On pourrait... Qu'il y ait au moins un succès. Oui, qu'il y ait au moins un succès de Del Toro. c'est ça, quoi. Ouais. Mais peut-être que Del Toro, tu vois, peut-être qu'il faudrait plus qu'il entame la partie festival, Oscar. Putain, la dernière fois qu'il a rentabilisé C'est un intéressant. film sur un film américain sur grand écran, c'était Blade 2, quoi. C'était son court-métrage. Son court-métrage, il avait réussi. Et encore, il a eu du mal, parce qu'il y avait 2000 € qu'il avait pris sur un... Depuis, il n'a pas réussi. Voilà. Bon, on va dire au revoir. Oui. Allez voir Crimson Peak. Allez voir Crimson Peak, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, vous allez voir, plutôt cool. Voilà. Ciao. Salut.